Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé à compter les jours. Peut-être parce que c'était la seule chose qui me donnait l'impression de contrôler quelque chose. Jour 1, jour 2. Comme si donner un numéro au temps pouvait le ralentir, ou au moins le rendre moins pesant. Ce matin-là, quand j'ai ouvert les yeux dans la cabane, j'ai su immédiatement que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement le froid. Le froid, je le connaissais. J'avais passé 10 ans comme garde forestier dans le parc de la Vanoise. J'avais dormi dans la neige, traversé des tempêtes, perdu la sensation de mes orteils plus de fois que je ne pouvais compter. Mais ce matin-là, c'était différent. L'air lui-même semblait figé. Quand j'ai respiré, mes poumons se sont contractés comme si je venais d'avaler du verre pilé. Le thermomètre accroché près de la porte marquait moins 28 degrés Celsius. Je l'ai fixé un long moment, attendant qu'il se corrige, qu'il remonte ne serait-ce que de quelques degrés. Il n'a pas bougé. La veille, à mon arrivée, il faisait moins 12. Froid, mais gérable. Habituel pour un mois de février en altitude. Mais moins 28, c'était une autre histoire. C'était le genre de température qui tuait si on ne faisait pas attention. Le genre qui transformait une simple sortie pour chercher du bois en un pari sur sa propre vie. La cabane était petite. 4 mètres sur 5 peut-être. Un lit de camp, une table, un poêle à bois, des étagères avec des conserves, des couvertures en laine qui sentaient la naphtaline et l'humidité. Les murs étaient en rondins épais, bien isolés normalement. Mais avec ce froid, même l'intérieur semblait hostile. Chaque surface métallique brûlait au toucher. Le gel avait formé des cristaux sur les vitres, si épais que je ne voyais presque plus dehors. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai gratté la glace avec mon ongle. Dehors, tout était blanc et immobile. Les arbres ressemblaient à des statues de givre. Le ciel était d'un bleu violent, presque douloureux à regarder. J'étais monté là pour une inspection de routine. 3 jours, c'était ce qui était prévu. Vérifier les balises, noter l'état des sentiers, surveiller les signes de présence animale, rien d'exceptionnel. J'avais fait ce trajet des dizaines de fois, mais la météo avait changé pendant la nuit. Et le radio, ce maudit radio qui aurait dû me permettre de contacter la base, ne répondait plus. J'avais essayé toute la matinée. Rien. Juste un grésillement sourd, comme si l'appareil lui-même était gelé de l'intérieur. J'ai changé les piles. J'ai tourné tous les boutons. J'ai même frappé l'appareil contre la table, ce geste pathétique qu'on fait quand on sait que ça ne sert à rien, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'essayer. Silence. Le froid avait tout engourdi, même les ondes. J'ai fait l'inventaire de ce qui me restait. 2 boîtes de cassoulet, une de raviolis, un paquet de biscottes, du café instantané, du sucre. C'était prévu pour 3 jours, pas pour une semaine. Et si la température ne remontait pas, si personne ne venait me chercher, je ne savais pas combien de temps je devrais rester ici. J'ai calculé mentalement. En rationnant, je pouvais tenir peut-être 5 jours. 6 si je mangeais vraiment le strict minimum. Mais après? Le bois au moins ne manquait pas. Il y avait une réserve à l'arrière de la cabane, protégée par une bâche. Assez pour tenir 2 semaines. Le feu, c'était ma priorité. Sans feu, je serais mort en quelques heures. Ce 2e jour, j'ai essayé de maintenir une routine. Me lever, alimenter le poêle, faire fondre de la neige pour avoir de l'eau, manger un peu, attendre. C'est ce dernier mot qui pesait le plus. Attendre. Attendre quoi exactement? Que la température remonte, que quelqu'un vienne, que le radio se remette à fonctionner? Je ne savais pas. Alors j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, j'ai commencé à réfléchir. C'est là que ça devient dangereux, je pense. Quand on a trop de temps pour réfléchir, les pensées commencent à tourner en boucle, on commence à se poser des questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai accepté de venir seul? Pourquoi je n'ai pas insisté pour emmener un 2e radio? Vers midi, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester assis sans rien faire. La nourriture allait manquer. Il fallait que je trouve une solution. Et c'est là que je me suis souvenu du lac, un petit lac gelé à 200 mètres de la cabane. Je l'avais vu la veille en arrivant. Il n'était pas très grand, peut-être 30 mètres de diamètre, mais je savais qu'il y avait des truites. Si je pouvais pêcher, ça rallongerait mes provisions. Ça me donnerait une marge. Ça me donnerait surtout quelque chose à faire. Je me suis habillé comme si je partais en expédition polaire. 3 couches de vêtements, 2 paires de gants, un bonnet en laine enfoncé jusqu'aux sourcils, une écharpe enroulée autour du visage. Quand je suis sorti, le froid m'a frappé comme un mur. C'était physique. Ça coupait la respiration. En quelques secondes,
Mes yeux se sont mis à larmoyer et les larmes ont gelé sur mes joues. Chaque inspiration brûlait. Chaque expiration formait un nuage de vapeur qui restait suspendu dans l'air avant de retomber en fines particules de glace. Le lac était exactement où je l'avais laissé. La surface était lisse, opaque, recouverte d'une fine couche de neige poudreuse. J'ai marché dessus prudemment, testant chaque pas. La glace était épaisse, solide. Aucun risque de passer au travers. Mais percer un trou, c'était une autre affaire. Je n'avais pas de tarière, juste une hache, un marteau et un pied de biche que j'avais trouvé dans la cabane. J'ai commencé à frapper. Encore et encore. La glace était dure comme du béton. Chaque coup résonnait dans le silence, un bruit sec et mat qui semblait déranger quelque chose dans la forêt autour de moi. Après une demi-heure, j'avais à peine entamé la surface. Mes bras me faisaient mal. Mes mains, même dans les gants, étaient engourdies. J'ai continué. Parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'il fallait que ça serve à quelque chose. Au bout de 2 heures, j'avais réussi à percer un trou d'environ 15 centimètres de diamètre. L'eau en dessous était noire, presque inquiétante. J'ai sorti une ligne de pêche rudimentaire, avec un hameçon et un morceau de lard comme appât. Je l'ai plongé dans le trou. Et j'ai attendu. Le froid me transperçait. Mes pieds commençaient à perdre toute sensation. J'ai dansé sur place pour faire circuler le sang. J'ai soufflé dans mes mains. J'ai compté les minutes. La première touche est arrivée au bout d'une demi-heure. Un petit coup, timide. J'ai tiré doucement. Un poisson. Petit, pas plus de 20 centimètres, mais c'était un poisson. Je l'ai sorti de l'eau et il s'est débattu faiblement avant de se figer presque instantanément dans l'air glacé. J'ai pêché 2 autres poissons dans l'heure suivante. 3 en tout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. C'était une victoire minuscule dans un endroit qui ne pardonnait aucune erreur. Quand je suis revenu vers la cabane, j'ai remarqué quelque chose. Des traces dans la neige. Pas mes traces. Des traces plus grandes, plus profondes. Elles partaient de la lisière de la forêt, faisaient le tour de la cabane, puis repartaient dans la direction opposée. J'ai suivi les empreintes du regard. Elles étaient nettes, bien dessinées. 4 coussinets, des griffes, canines. Je connaissais ces traces. Je les avais vues des centaines de fois dans le parc, mais jamais si près d'une habitation, jamais si fraîche. Je ne me suis pas affolé, pas encore. Les loups évitaient généralement les hommes. Ils passaient, ils reniflaient, ils repartaient. Mais là, il y avait quelque chose de différent dans la manière dont les traces encerclèrent la cabane. Quelque chose de méthodique, comme si l'animal avait pris son temps, comme s'il avait évalué. J'ai regardé autour de moi, scrutant la forêt. Rien, juste le silence. Ce silence épais, écrasant, qui fait qu'on entend son propre cœur battre. Je suis rentré rapidement. J'ai verrouillé la porte. Et pour la première fois depuis que j'étais arrivé, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la peur. Pas encore. Juste une conscience aiguë de ma propre vulnérabilité. Une conscience que la cabane, aussi solide qu'elle paraisse, n'était qu'une boîte en bois au milieu de nulle part, et que dehors, il y avait des choses qui avaient faim. J'ai décidé de préparer les poissons à l'extérieur. C'était stupide de cuisiner du poisson dans un espace aussi confiné. L'odeur resterait pendant des jours, attirerait des animaux. Je suis sorti avec un couteau et une planche. J'ai travaillé vite, les doigts gourds, écaillant et vidant les truites, avec des gestes mécaniques. Le sang gelait presque instantanément sur la neige. Quand j'ai eu fini, j'ai levé la tête, et je l'ai vu. Il était là, à une trentaine de mètres, à la lisière des arbres, immobile, un loup, grand, pas énorme, mais assez pour que je comprenne immédiatement que ce n'était pas un animal en bonne santé. Son pelage était irrégulier, taché de plaques sombres. Ses côtes étaient visibles sous la fourrure. Il me regardait, pas de manière agressive, juste intéressé, comme s'il évaluait, comme s'il calculait. Je me suis figé. On dit qu'il ne faut pas courir, qu'il ne faut pas montrer de peur, qu'il faut se faire grand, faire du bruit. J'ai essayé de me souvenir de tout ce que j'avais appris, mais dans l'instant, rien de tout ça ne comptait. Il y avait juste lui et moi, et le froid qui nous entourait comme une troisième présence. Je me suis levé lentement. J'ai pris un morceau de bois dans la pile près de la porte. Je l'ai plongé dans le brasero où brûlaient encore quelques braises. Le bois s'est enflammé. J'ai levé la torche improvisée au-dessus de ma tête. J'ai crié.
Un cri rauque, brutal, qui m'a surpris moi-même. Le loup a reculé d'un pas, puis d'un autre. Mais il n'est pas parti. Il a contourné lentement, restant à distance, les yeux fixés sur moi. Ou peut-être sur les poissons. Je ne savais pas. J'ai ramassé les truites. J'ai reculé vers la porte, sans le quitter des yeux. Il a fait un pas en avant. J'ai crié à nouveau. Il s'est arrêté. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, il a tourné la tête et il est reparti dans la forêt, lentement, sans précipitation, comme s'il savait qu'il avait tout son temps. Je suis entré dans la cabane, j'ai claqué la porte, j'ai poussé le verrou, j'ai appuyé mon dos contre le bois et j'ai fermé les yeux. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, une prise de conscience, que je n'étais plus au sommet de la chaîne alimentaire, que là-haut, dans cette cabane, avec ce froid, j'étais juste une autre proie potentielle. J'ai fait cuire les poissons à l'intérieur, finalement. Tant pis pour l'odeur. Je n'allais pas ressortir, pas maintenant, pas avec cette chose qui rôdait. Le poêle chauffait bien et la chair des truites grésillait dans la poêle en fonte. Ça sentait bon. Ça avait un goût de victoire amère. J'ai mangé lentement, en mâchant chaque bouchée, en essayant de me convaincre que tout allait bien, que le loup était parti, qu'il ne reviendrait pas. Mais je n'y croyais pas vraiment. La nuit est tombée vite, trop vite. À 16 heures, il faisait déjà presque noir. J'ai alimenté le feu. J'ai vérifié que la porte était bien fermée. J'ai poussé la table contre la porte pour faire du bruit si quelque chose essayait d'entrer. J'ai allumé une lampe à pétrole. La flamme vacillait, projetant des ombres longues et déformées sur les murs. Je me suis assis sur le lit, une couverture sur les épaules, et j'ai essayé de lire un vieux magazine que j'avais trouvé sur l'étagère. Mais les mots ne voulèrent pas rester en place. Mes yeux dérivaient vers la fenêtre, vers la porte, vers chaque recoin sombre de la cabane. Et puis les bruits ont commencé. D'abord, c'était juste le vent. Un gémissement sourd qui faisait trembler les murs, puis des craquements. Le bois de la cabane qui se contractait sous le froid. C'était normal, je le savais, mais chaque craquement me faisait sursauter. Et puis, il y a eu autre chose, un grattement, léger, contre le mur extérieur. J'ai arrêté de respirer. J'ai écouté. Silence. Puis à nouveau. Grattement. Comme des griffes sur le bois, ou peut-être juste une branche poussée par le vent. Je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. J'ai passé la nuit assis, les yeux ouverts. À chaque bruit, mon esprit imaginait le pire. Le loup qui revenait, qui tournait autour de la cabane, qui cherchait un moyen d'entrer. Je savais que c'était absurde. Les loups n'attaquaient pas les cabanes. Mais la fatigue, le froid, l'isolement, tout ça commençait à jouer sur mes nerfs. Je voyais des ombres bouger dans les coins. Je sentais des présences. Ma raison me disait que ce n'était rien. Mais ma raison était de plus en plus faible. Vers 3 heures du matin, j'ai compris quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris avant, malgré toutes mes années en forêt. La nature ne négocie pas. Elle ne fait pas de compromis. Elle prend. Et si on n'est pas préparé, si on fait une erreur, elle prend tout. Le froid, le loup, le silence, tout ça faisait partie du même système. Un système qui n'avait aucune pitié, aucune conscience. Il n'y avait pas de méchanceté là-dedans. Juste une indifférence totale. Et cette indifférence était plus terrifiante que n'importe quelle menace directe. Le matin est arrivé. Jour 3. La température n'avait pas remonté. Le thermomètre affichait maintenant moins 31. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, tout était figé. La réserve de bois diminuait. J'avais encore de la nourriture pour quelques jours, mais après? Le radio était toujours mort. Personne ne savait que j'avais un problème. Personne ne viendrait avant au moins 2 jours. Peut-être plus si la météo restait mauvaise. J'avais 2 options. Rester et attendre ou descendre. La piste était à environ 5 kilomètres. 5 kilomètres dans la neige par moins 30, avec le risque de me perdre, de glisser, de m'épuiser. Mais rester signifiait peut-être mourir de faim, ou de froid, ou de quelque chose d'autre que je ne voulais pas nommer. J'ai pris ma décision sans vraiment réfléchir. Peut-être parce que réfléchir aurait signifié hésiter, et hésiter aurait signifié rester. Je me suis habillé, j'ai pris tout ce que je pouvais porter, j'ai laissé le reste. J'ai ouvert la porte. Le froid m'a avalé immédiatement. Je ne vais pas décrire la descente en détail. Ce serait mentir de dire que je me souviens de tout,
Il y a des passages entiers dont je n'ai aucun souvenir. Je marchais, je tombais, je me relevais. Le paysage était uniformément blanc. Pas de repères, juste la pente. Je suivais la pente. Si je descendais, j'arriverais quelque part. C'était ma seule certitude. À un moment, j'ai cru voir le loup, une silhouette grise entre les arbres. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait rien. Peut-être que c'était réel. Peut-être que c'était mon esprit qui commençait à céder. Je ne sais pas. J'ai atteint le poste de garde en milieu d'après-midi. Un petit bâtiment en pierre, avec de la fumée qui sortait de la cheminée. Quand j'ai frappé à la porte, un homme plus vieux que moi a ouvert. Il m'a regardé sans dire un mot, puis il m'a fait entrer. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je crois que j'ai essayé d'expliquer. Le froid, le radio, le loup. Mais les mots sortaient mal. Il m'a donné du thé, il m'a fait asseoir près du feu, il a appelé la base, ils sont venus me chercher le lendemain. Voilà, c'est tout. Je suis descendu. J'ai survécu. On pourrait dire que c'est une fin heureuse. Mais ça ne l'est pas. Parce que quelque chose est resté là-haut. Quelque chose que je n'ai pas ramené avec moi. 3 mois plus tard, j'ai demandé une mutation. Je ne suis jamais retourné dans cette partie du parc. On m'a demandé pourquoi. J'ai dit que je voulais du changement, que j'avais besoin de nouveaux défis. Personne n'a insisté, mais la vérité c'est que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus monter là-haut. Je ne pouvais plus être seul comme ça. Parce que maintenant, quand le vent souffle fort les nuits d'hiver, quand la température descend et que le silence devient trop épais, je les entends encore. Les grattements contre le mur, les pas dans la neige, le regard jaune dans l'obscurité. Je sais que ce n'est pas réel. Je sais que c'est juste mon esprit qui me joue des tours. Mais savoir quelque chose et le ressentir, ce sont 2 choses différentes. Et ce que je ressens, c'est que j'ai laissé une partie de moi dans cette cabane, une partie qui est encore là-bas, assise dans le noir, attendant que le froid s'arrête, attendant que quelque chose gratte à la porte. Je ne suis pas un héros. Je n'ai rien accompli d'extraordinaire. J'ai juste survécu. Mais survivre a un prix. Et le prix, c'est qu'on ne revient jamais vraiment. On ramène son corps, oui. Mais l'esprit, lui, reste un peu en arrière, coincé dans le moment où on a compris que tout pouvait basculer. Que la frontière entre la vie et la mort était beaucoup plus fine qu'on ne le pensait. C'était mon 2e jour, à moins 28 degrés. Et d'une certaine manière, je n'en suis jamais vraiment revenu.